Wang Han, un livreur, file à toute allure sur sa moto rouge. Son téléphone sonne, il répond. Une inconnue dit qu'elle est enceinte de lui et qu'ils doivent parler. Occupé avec ses livraisons, Wang Han pense que c'est une arnaque, dit qu'il n'a pas le temps et raccroche, agacé. Il redémarre et se faufile dans la circulation. Wang Han arrive au centre de livraison 20 où ses collègues papotent dehors. Une cigarette à la bouche, il demande à un collègue corpu ce qu'il marmonne. Le collègue explique que la fille de la prestigieuse famille Xu va épouser le fils de l'homme le plus riche de la ville, un sujet qui n'intéresse pas Wang Han. Le collègue montre alors une photo de la belle-fille de la famille Xu, se plaignant que c'est du gâchis pour une fille parfaite d'épouser le fils de l'homme riche, qu'il qualifie d'ordure moche et inutile. Alors que Wang Han jette un coup d'œil à la photo, il est choqué de constater que la femme lui semble familière. Son collègue reprend le téléphone et la mémoire de Wang Han s'éclaircit. Son collègue lui demande s'il pense aussi que c'est dommage qu'une bonne fille soit gâchée avec quelqu'un d'aussi horrible, mais Wang Han la reconnaît comme une fille ivre qui a essayé de le séduire. Une prise de conscience soudaine le frappe. C'est elle qui l'a appelé il y a quelques instants. Il se demande si l'appel n'était pas une arnaque après tout. La scène revient un mois en arrière. La fille de la famille Xu titube dans un couloir d'hôtel, étourdie. Elle soupçonne un homme nommé Chin Hao d'avoir mis quelque chose dans sa boisson. Elle se dirige vers ce qu'elle pense être sa chambre, la 809, mais dans son état second, elle se trompe de numéro. Elle trouve une porte entrouverte et se demande si elle a oublié de la fermer avant d'entrer. Dans cette chambre, Wang Han est assis sur son lit, abattu et buvant beaucoup. Il pense qu'on lui a dit que son aura était trop intense pour une opportunité et se résigne à son travail de livreur. Alors qu'il est assis sur son lit, ivre et abattu, la jeune femme, Sukui, entre en titubant dans sa chambre et s'effondre sur son lit. Confuse et fiévreuse, elle lève les yeux vers lui et lui demande qui il est et s'il peut l'aider, se plaignant que sa tête tourne et qu'elle a très chaud. Ivre lui-même, Wang Han est captivé par elle, pensant à quel point elle est magnifique. Alors qu'elle se rapproche et le supplie de l'aider, il est troublé, se demandant s'il rêve. Il serre les poings, une bouteille d'alcool renversée à côté de lui, submergé par cette situation intense. Revenant au présent, Wang Han est perdu dans ce souvenir, fixant la photo de Sukui sur le téléphone de son collègue. Son collègue, Fadi, remarque qu'il est absent et l'appelle par son nom. Fadi commence à se moquer de lui, rappelant à tout le monde comment Anne invente toujours des histoires, comme coucher avec une star de cinéma international. Il demande sarcastiquement si Anne va maintenant prétendre avoir dragué l'héritière de la famille Xu. Les autres collègues se joignent à lui, riant et rappelant ses autres histoires extravagantes, comme être un trafiquant d'armes international ou le chef d'une famille d'élite de Pékin. Wang Han reste calme. Il allume une cigarette et leur dit qu'ils ne comprennent pas, déclarant de manière énigmatique que ce qu'il fait, c'est se cacher à la vue de tous. Alors qu'un des gars rejette ces affirmations, leur plaisanterie est interrompue. Une voiture de sport de luxe rouge élégante s'arrête devant le centre de livraison, choquant tous les chauffeurs. La portière côté conducteur s'ouvre et une jambe fine et un talon en sortent. La femme qui émerge est Sukui, paraissant posée et élégante. Les collègues de Wang Han sont fascinés, leurs yeux se transformant en cœur alors qu'ils la dévisagent, la qualifiant de bombe. Alors qu'elle s'approche d'eux, un gars la reconnaît de la photo. Ils réalisent avec choc que l'héritière de la famille So se tient devant eux et ne peuvent pas comprendre pourquoi elle serait dans leur humble centre de livraison. Suji s'approche de Wang Han, qui s'étire nonchalamment, et lui demande pourquoi il ne répond pas à ses appels. Ses collègues, qui se moquaient de lui il y a quelques instants, sont complètement stupéfaits. Ils n'arrivent pas à croire que Wang Han connaisse réellement la célèbre héritière de la famille Xu. Wang Han fait comme si de rien n'était, prétendant qu'il n'a vu aucun appel manqué et lui demande calmement ce qui se passe. À l'endroit au but, Sukui le regarde dans les yeux et déclare qu'elle est enceinte et que le bébé est de lui. Cette révélation choque ses collègues. Ils crient d'incrédulité, incapables de comprendre que cette femme riche et belle porte l'enfant de leur ami. L'un d'eux jure qu'il ne dira plus jamais que Anne raconte des salades. Wang Han lui-même est décontenancé, se frottant les yeux comme dans un rêve, et lui demande si elle est sûre. Suki, l'expression ferme, lui dit de l'accompagner à l'hôpital pour le prouver. Alors qu'elle attend près de sa voiture, ses collègues le supplient frénétiquement de l'accompagner. Wang Han, stressé, décide d'y aller et demande à un copain de le remplacer. Les deux filent alors dans sa voiture rouge, laissant l'équipe stupéfaite derrière eux. À l'intérieur de la voiture, la tension est palpable. Wang Han demande si le bébé est vraiment de lui. Sukui répond sèchement, demandant pourquoi elle mentirait sur une chose aussi sérieuse. L'air résolu, Wang Han lui dit que si le bébé est de lui, il assumera l'entière responsabilité pour les deux. Suchi lui lance un regard sceptique et se moque de sa promesse, se demandant comment il assumera ses responsabilités avec ses revenus de livreur. Sans se formaliser, Wang Han se penche en arrière et déclare avec assurance qu'il n'y a rien de mal à gagner sa vie honnêtement et que les faire vivre ne sera pas un problème. Sukui lui rappelle son statut de membre de la puissante famille Xu à Jiangning. Wang Han balaie simplement cela en disant que cette connerie de statut est la chose la plus stupide. Agacé par son attitude nonchalante, Sukui écrase le pied sur l'accélérateur, ce qui fait violemment secouer la voiture et projette Wang Han vers l'avant. Il lui crie dessus, l'accusant de l'avoir fait exprès et lui demandant ce qu'il y a de si spécial avec la famille So.
Le trajet tendu se termine lorsqu'il s'arrête devant un grand hôpital. Sukui se gare et lui dit calmement qu'ils sont arrivés. Alors qu'ils sortent de la voiture, Sukui avertit Wangan de ne pas utiliser le mot responsabilité aussi légèrement. Elle lui rappelle les graves conséquences auxquelles il serait confronté si sa famille découvrait qu'un livreur l'avait mise enceinte. Cela met Wangan en colère qui déclare avec passion que ce n'est pas une blague pour lui. Si le bébé est de lui, il assumera absolument ses responsabilités. Ignorant son éclat de voix, Sukui lui dit d'entrer. Il marche dans un couloir d'hôpital. Sukui le conduit vers une porte étiquetée salle d'opération, et Wangan s'arrête, choqué, demandant pourquoi ils vont là-bas. Sukui se retourne vers lui avec une expression déterminée et déclare qu'elle va entrer, le laissant réaliser sa véritable intention d'interrompre la grossesse. Paniqué, il lui saisit le bras pour l'arrêter. Il la supplie, reconnaissant qu'elle pense probablement qu'il ne pourrait pas la soutenir elle et un enfant, mais insiste sur le fait que l'argent n'est pas un problème et qu'il trouvera un moyen. À ce moment-là, une infirmière s'approche, informant Sukui qu'il est temps pour son intervention. Sukui regarde Wangan avec un léger sourire illisible, est d'accord avec l'infirmière et retire son bras. Elle entre dans la salle d'opération, laissant Wangan l'appeler désespérément. Il se tient devant la porte fermée, se sentant impuissant et frustré, pensant qu'il ne peut rien faire pour arrêter cette femme déterminée. Dans la salle d'opération, Suki est allongée sur la table en chemise de patient. Un chirurgien lui demande si elle est prête. Alors qu'un autre chirurgien prépare une seringue et lui dit de se détendre, elle ferme les yeux. Mais à la dernière seconde, juste avant que la procédure ne commence, elle lève la main et leur dit d'attendre. Pendant ce temps, Wangan est affalé dans la salle d'attente. Il s'est résigné à la situation, pensant que si elle est déterminée à ne pas avoir le bébé, il ne peut pas l'en empêcher. Soudain, la porte de la salle d'opération s'ouvre et Sukui sort, inchangé. Wangan est abasourdi. Il se lève d'un bond, déconcerté, et demande comment elle peut déjà être sortie, se demandant si les opérations sont si rapides de nos jours. Suki, apparemment impassible, dit à un Wangan déconcerté qu'elle est fatiguée et lui demande de la ramener à la maison. Wangan accepte avec assurance, enlaçant sa taille et se vantant qu'il pourrait même piloter un avion de chasse. Il prend le volant de sa voiture de sport rouge et s'éloigne de l'hôpital en direction d'un quartier riche appelé Longhong. Pendant le trajet, pendant que Sukui se repose, Wangan reçoit un appel. La personne à l'autre bout du fil l'informe d'un événement d'enchère ce soir à la tour Jianji, auquel le vieil homme veut qu'il assiste. L'appelant mentionne également que Lin Xingyun, un président de chambre, est de leur côté. Wangan prend calmement note de ses instructions, laissant entrevoir un côté mystérieux et puissant de sa vie inconnue de Sukui. Ils arrivent bientôt à une grande maison dans le domaine de la famille Su. Wangan annonce leur arrivée, réveillant Sukui. Elle sort de la voiture et lui dit de partir avant que sa famille ne le voie. Remarquant qu'elle a l'air pâle, Wangan propose de la raccompagner jusqu'à la porte, mais elle rejette froidement son inquiétude, lui disant de ne pas se mêler de ses affaires. Cependant, alors qu'elle se détourne, son talon se prend dans une fissure, ce qui lui fait perdre l'équilibre et crier en tombant. Avec une vitesse stupéfiante, Wangan se précipite et l'attrape juste avant qu'elle ne touche le sol. Alors qu'il l'aide à se relever, il la réprimande pour sa maladresse. Agacé, Sukui lui demande de répéter, et il en remet une couche, la traitant d'incroyablement maladroite. Dans un éclair de colère, elle lui pince le côté de toutes ses forces, ce qui le fait crier de douleur. L'effort soudain a des conséquences sur elle, et elle grimace. Voyant son malaise, Wangan la surprend en la soulevant dans ses bras. Il la porte à l'intérieur de la somptueuse maison et la dépose doucement sur un canapé. Ouvrant une trousse de premiers soins, il commence à soigner son pied nu, qu'elle a tordu dans la chute. Elle proteste, lui disant de partir, mais il lui dit fermement d'arrêter de bouger. Au moment où il lui bande la cheville, ils sont interrompus par deux femmes qui sont entrées dans la pièce. Les nouveaux arrivants sont Yang Huimin, la mère de Sukui, et Lin Shuifu, sa meilleure amie. La mère de Sukui regarde la scène avec choc et exige de savoir ce que fait sa fille. Wangan et Sukui ont expliqué simultanément qu'elle s'était tordu la cheville. Puis, regardant sa mère stupéfaite, Sukui annonce calmement que son petit ami l'aidait simplement à appliquer des médicaments. Wangan est complètement pris au dépourvu. Sa mère, Yang Huimin, est encore plus choquée, pointant un doigt tremblant vers Wangan en uniforme et criant d'incrédulité, demandant si cet homme est vraiment son petit ami. Secoué par l'annonce de sa fille, Yang Huimin exige furieusement de savoir ce qui se passe et qui est ce livreur. Après un moment de silence, Sukui revient sur ses pas, disant à sa mère avec un sourire forcé qu'elle plaisantait. Elle explique qu'elle s'est tordu la cheville et que l'homme l'a simplement aidé à entrer. Sa mère, confuse mais soulagée, dit à Sukui qu'elle lui a fait peur, lui rappelant qu'elle est sur le point d'épouser la prestigieuse famille Qin et qu'elle ne peut se permettre aucune erreur. Wangan, qui est resté silencieux, est offensé par le mépris évident de la mère et demande ce qu'il y a de mal à être un livreur. Yang Huimin ricane, criant qu'il est un nobody de basse classe essayant de sortir de sa ligue et qu'il devrait continuer à rêver. Son insulte touche un air et une expression furieuse traverse le visage de Wangan. Avant que la situation ne dégénère, Sukui intervient. Elle dit calmement à Wangan qu'il peut partir maintenant et le remercie pour son aide. Il fait un signe de tête et se tourne pour partir.
Alors qu'il s'éloigne, la meilleure amie de Sukui, Lin Shuifu, le regarde avec une expression pensive. Après son départ, Yang Huimin dit à Lin Shuifu d'aider Sukui à se rendre dans sa chambre. Avec dégoût, elle ordonne à quelqu'un d'essuyer le sol où se tenait le livreur sale. Plus tard, dans sa chambre, Lin Shuifu aide Sukui à s'asseoir sur son lit et l'interroge immédiatement sur sa véritable relation avec cet homme. Sukui affirme d'abord qu'il n'y a rien entre eux, mais Lin Shuifu n'y croit pas, insistant sur le fait qu'elle ne peut pas être dupe parce que la façon dont Sukui le regardait n'était clairement pas rien. Acculée par l'intuition de son ami, Sukui avoue la vérité. Elle est enceinte de son enfant. Lin Shuifu est complètement abasourdi, criant d'incrédulité qu'elle est enceinte. Elle remet en question le jugement de Sukui, demandant pourquoi, de toutes les personnes, il devait s'agir d'un livreur. Sukui explique qu'elle a trop bu ce jour-là et minimise l'incident en le qualifiant de coup de chance. Lin Xufu insiste, demandant ce que Sukui compte faire, lui rappelant qu'elle ne peut pas cacher la grossesse éternellement à la puissante famille Qin. Au grand choc de son ami, Sukui déclare fermement qu'elle a décidé de garder le bébé. Lin Xufu pense que son ami a perdu la tête. Sukui essaie de la rassurer, expliquant qu'elle a parlé avec l'homme, Wang An, et qu'il a promis d'assumer l'entière responsabilité. Mais Lin Xufu n'est pas convaincue. Elle crie à Sukui de se réveiller, lui rappelant qu'elle est la fille de la famille Su. Elle rejette Wang An comme un livreur indigne d'elle et met en garde contre les conséquences désastreuses si la famille Qin le découvre. Lassée de la conférence, Sukui lève la main pour l'arrêter, disant qu'elle va s'en sortir. Elle change de sujet, demandant pourquoi Lin Shuifu est de retour en ville. Lin Shuifu explique que son grand-père est venu à Jiangning pour rencontrer un grand ponte important et assister à un événement d'enchères ce soir-là, alors elle l'a accompagné. Le haut désintéressé de Sukui agace son ami. Soudain, l'expression de Lin Shuifu change et elle annonce qu'elle a une idée brillante. Se penchant, elle chuchote un plan sinistre à Sukui. Si son secret est révélé, elle devrait simplement prétendre que le livreur l'a violée. Sukui répond avec dégoût, remarquant quelle horrible idée c'est. Pendant ce temps, Wang An a quitté le domaine Xiu et se promène dans le quartier exclusif des villas. Il sort son téléphone, marmonnant qu'il n'y a pas de taxi dans ce quartier. Juste à ce moment-là, une élégante voiture noire s'arrête à côté de lui. Wang An regarde un homme en costume élégant sortir. L'homme plus âgé aux cheveux argentés s'approche de Wang An et le salue respectueusement en tant que jeune maître. Il se présente comme Lin Xingyun, président de la chambre de commerce de Zulong, et explique qu'il est là pour l'escorter à l'événement d'enchères. Wang An, reconstituant les pièces du puzzle, se souvient de la conversation et confirme que son grand-père lui avait parlé de l'arrangement, révélant un lien caché avec une immense puissance qui contraste avec sa vie de livreur. Acceptant l'offre, Wang An dit à Lin Xingyun qu'avant l'enchère, il a besoin d'une douche et de vêtements de rechange. Lin Xingyun accepte respectueusement, promettant de tout organiser en ouvrant la portière de la voiture pour son jeune maître. Ils partent dans une luxueuse limousine noire. La scène se déplace vers l'événement d'enchères animé dans une grande salle de bal remplie d'invités riches. Wang An arrive, maintenant transformé. Il a troqué sa veste de livreur contre un costume sur mesure élégant, paraissant puissant et confiant en observant la foule. Alors qu'il se tient près d'une fenêtre, son attention est attirée par un visage familier. C'est Lin Xufu, la meilleure amie de Sukui, dans une superbe robe de soirée blanche. Elle s'approche de lui avec dédain et demande ce que le livreur fait dans un événement aussi exclusif. Avant qu'il ne puisse répondre, elle tire une conclusion, lui demandant d'un ton accusateur s'il fait un travail à temps partiel. Avant que Wang An ne puisse la corriger, elle attrape son bras et l'éloigne de force, disant qu'elle a besoin de parler. Dans un endroit plus isolé, elle le confronte, déclarant que Sukui est sa meilleure amie et qu'elle est enceinte à cause de lui. Elle l'avertit avec véhémence que s'il n'assume pas l'entière responsabilité à la naissance du bébé, elle le lui fera regretter. Wang An est complètement choqué par cela. Il lui dit qu'il pensait que Sukui s'était débarrassé du bébé à l'hôpital. Lin Xufu l'informe furieusement qu'il a tort et que Sukui a décidé de le garder. Cette nouvelle information stupéfait Wang An, qui s'exclame son nom avec incrédulité. Il réalise qu'elle n'a pas dû subir l'opération. Lin Weifu, voyant son hésitation comme un signe qu'il pourrait se soustraire à son devoir, répète sa menace, l'avertissant que s'il essaie de s'en aller, il le regrettera. Pour souligner son point, elle écrase avec force son talon aiguille sur sa chaussure, le faisant crier de douleur alors qu'elle se détourne avec une satisfaction sinistre. Juste au moment où Lin Shuifu part, la voix d'un annonceur traverse la salle de bal informant les invités que la vente aux enchères va commencer. Toujours en train de réaliser que Sukui a gardé le bébé, Wang An est rempli d'une nouvelle urgence. Il n'arrive pas à y croire et décide de terminer rapidement ses affaires afin de pouvoir aller la trouver. À ce moment-là, une femme en tailleur s'approche et le salue respectueusement en tant que jeune maître. Elle se présente comme Liu Yue, sa nouvelle assistante, affectée par le président Lin Qingjian. La reconnaissant, Wang An déclare qu'il est temps d'y aller. Les deux se dirigent vers la zone principale de l'événement avec une présence puissante. Alors qu'ils trouvent leur place, un homme corpulent et habillé de façon extravagante se dirige vers l'avant. Il annonce avec suffisance aux participants que l'enchère principale de la journée, le nouveau projet de district, est revendiqué par la famille Qin. Tournant sa moustache,
il avertit tout le monde de leur montrer du respect ou d'en subir les conséquences. Cet homme arrogant est Qin Lei, le jeune maître aîné de la famille Qin. Wang An demande à son assistante qui est cet homme. Liu Yu explique qu'il vient de la famille Qin, l'une des familles les plus riches de Jiangning et leur plus grand rival pour le projet. Avec un air dédaigneux, Wang An se demande si un type comme celui-là pourrait rivaliser avec lui. Liu Yu explique que les Qin prévoient de remporter le projet, puis de tirer parti de leur alliance matrimoniale avec la famille Su pour les aider à se sortir de certains problèmes. La mention de la famille So fait tout comprendre à Wang An. Il se souvient des délires de ses collègues sur le fait que mademoiselle So était mariée à un riche minable. Il réalise que cet homme arrogant, Qin, est le fiancé que So Chi est censé épouser. Avec un regard sombre, il voit maintenant toute l'image reliant les fiançailles de Sukui, les problèmes de sa famille et cette guerre d'enchères. Le commissaire-priseur présente l'article principal, le lot 053 dans le nouveau district. Sans hésitation, Qin lève sa palette et ouvre avec une offre de 5 milliards. La foule éclate en chuchotements choqués, réalisant que la famille Qin est déterminée à gagner. Il murmure qu'avec le mariage Qin Su à venir, personne n'oserait les défier. Juste au moment où la vente aux enchères semble décidée, Wang An lève calmement sa palette d'enchères et propose 6 milliards. La salle est stupéfaite par le silence, puis éclate en bavardage frénétique. Les invités se demandent qui est cet homme audacieux, supposant qu'il ne doit pas être de la région pour oser s'opposer à la famille Qin. Ils croient que le projet était une chose sûre pour les Qin, et ils ne laisseront pas cela se produire. De l'autre côté de la salle, l'expression suffisante de Qin Lei disparaît, remplacée par une rage pure. Il serre le poing si fort que ses jointures deviennent blanches. Il regarde Wang An avec fureur et hurle à travers la pièce, exigeant de savoir qui diable il est et l'accusant de chercher des ennuis. La confrontation a commencé. Face à l'éclat de Qin Lei, Wang An reste calme. Il souligne calmement qu'ils sont à une vente aux enchères où le plus offrant gagne et demande s'il y a un problème. Qin Lei, le visage déformé par la rage, rétorque, demandant si Wang An ne l'a pas entendu dire que la famille Qin voulait ce projet. Avec une confiance suprême, Wang An répond qu'il a parfaitement entendu, mais se demande ce que cela a à voir avec lui. Les invités environnants sont choqués, murmurant à propos de qui est cet homme mystérieux qui oserait défier la puissante famille Qin. Pour ne pas être en reste, un Qin Lei enragé lève sa palette et crie une offre de 700 millions. Sans perdre une seconde, Wang An répond avec 800 millions. La guerre d'enchères continue et la tension s'épaissit. Qin Lei se précipite vers Wang An avec son entourage, se mettant devant lui et criant que dans la ville de Jiangming, la famille Qin est la loi. Il fait une dernière offre désespérée de 900 millions, osant Wang An à continuer d'enchérir s'il a un souhait de mort. Wang An rit simplement, une image d'amusement calme, et annonce nonchalamment une offre de 1 milliard. Ayant été complètement et publiquement humilié, Qin Lei craque finalement. Il hurle que Wang An le cherche et menace de le découper en morceaux alors qu'il lance un coup de poing sauvage au visage de Wang An. Mais Wang An est incroyablement rapide. Il esquive facilement l'attaque maladroite et, d'un seul mouvement, donne un puissant coup de poing au visage de Qin Lei. Alors que Qin Lei est envoyé voler, criant de douleur, Wang An demande avec mépris s'il pensait pouvoir l'affronter seul. Alors que Qin Lei est étourdi, ses deux gardes du corps se lèvent d'un bond et chargent Wang An. Le combat qui s'ensuit est brutalement efficace. Wang An se déplace avec une vitesse incroyable, les expédiant sans effort avec des coups de pied et des frappes puissants, les laissant vaincus sur le sol de la salle de bal. Qin Lei se débat pour se relever, tenant son visage meurtri avec incrédulité. Il crie à Wang An, l'accusant d'avoir un souhait de mort pour avoir osé lever la main sur lui. Wang An, avec un sourire froid, rétorque que c'est lui qui frappe maintenant. Il lance une autre attaque, envoyant l'un des hommes de Qin Lei voler dans les airs avec un puissant coup de pied. Le garde du corps s'écrase bruyamment directement sur son patron, les assommant tous les deux dans un tas peu digne. Le combat étant terminé en quelques secondes, Wang An se tient calmement au milieu du chaos. Il se tourne vers la salle stupéfaite et demande nonchalamment au commissaire-priseur terrifié si quelqu'un d'autre va enchérir. Le commissaire-priseur, balbutiant, répond rapidement qu'il n'y a pas d'autres enchérisseurs. Ayant remporté la vente aux enchères, les affaires de Wang An sont terminées. Il se tourne vers son assistante, Liu Yu, et lui demande de signer les documents et de transférer les fonds. Expliquant qu'il a des affaires urgentes, il fait un dernier signe de la main et sort avec assurance de la salle de bal, laissant tout le monde assimiler l'étonnante démonstration de puissance dont ils viennent d'être témoins. L'histoire se déplace dans une pièce opulente où Lin Shuifu se tient devant son grand-père, qui est le même Lin Shinjuan qui sert Wang An. Elle lui demande pourquoi il l'a appelé ici en urgence, ce qui lui a fait manquer la vente aux enchères. Son grand-père lui conseille d'être prudente à l'arrivée de leur invité, admettant qu'il n'a toujours pas cerné le tempérament de cette personne. Lin Shuifu ricane, se demandant quel ponte pourrait rendre son puissant grand-père si prudent. À ce moment précis, un aide entre et informe le président que la vente aux enchères est terminée. Lin Xingyun demande si la famille Qin a gagné, mais l'aide signale que quelqu'un d'autre a été le vainqueur. Lin Shuifu est stupéfaite, s'exclamant que c'est impossible. Elle n'arrive pas à croire que le projet a échappé aux doigts de la famille Qin et se demande qui pourrait être assez audacieux pour le leur ravir. Son grand-père l'informe calmement que la personne qu'ils attendent est arrivée. Regardant son téléphone,
probablement une mise à jour d'actualité, Lin Shuifu remarque que cette personne est bien trop arrogante. Décidant que cette nouvelle est trop importante pour attendre, elle dit à son grand-père qu'elle sort pour appeler son ami Nanan, Suki. Alors qu'elle descend un couloir, elle est absorbée par ses pensées et son appel téléphonique. Elle pense à la façon dont l'échec de la famille Chin compromet leur coopération prévue avec la famille So. Déterminée à annoncer cette nouvelle à sa meilleure amie, elle ne fait pas attention où elle va. Elle fonce droit sur Wang Gan, qui se dirige dans la direction opposée. La collision est brutale, et elle pousse un petit cri en heurtant sa poitrine. Furieuse, elle lève les yeux et est choquée de voir son visage. Elle lui crie dessus, exigeant de savoir pourquoi c'est encore lui et réprimandant le livreur de nourriture puant pour ne pas regarder où il va. Cependant, son appel urgent prend le dessus. Elle tourne rapidement le dos au silencieux Wang Gan et continue de marcher, parlant dans son téléphone pour annoncer à Sukui ses nouvelles importantes. Wang Gan la regarde simplement s'éloigner avec une expression silencieuse et illisible. Après le départ de Lin Shuifu, Wang Gan entre pour rencontrer Lin Shinjian. L'homme plus âgé le salue respectueusement. Wang Gan confirme que ses affaires à la vente aux enchères sont terminées, puis demande nonchalamment des nouvelles de la femme qu'il vient de croiser. Lin Shinjian la présente comme sa petite fille, Lin Shuifu, mentionnant de manière insistante qu'elle n'est pas mariée. Il la loue, disant qu'elle admire beaucoup Wang Gan et qu'elle a toujours voulu le rencontrer. Cette tentative de mariage amuse Wang Gan, qui la rejette avec un « laissez-moi tranquille » las. Changeant de sujet, Wang Gan s'assoit et demande à Lin Xingyun s'il connaît Sukui. Lin Xingyun explique qu'elle est la jeune femme de la famille Su, le talent le plus exceptionnel de sa génération, mais qu'elle a été tenue à l'écart des projecteurs parce que la famille préfère les fils aux filles. Il confirme que la famille Qin avait l'intention d'une alliance matrimoniale avec la famille Su après avoir remporté le projet. Mais parce que Wang Gan est intervenu, ce plan est maintenant retardé. Curieux, Wang Gan cherche à obtenir plus de détails personnels, demandant des nouvelles de la vie quotidienne et de l'histoire romantique de Sukui. Lin Xingyun informe que la famille Su a une éducation très stricte et Sukui a une personnalité têtue. Il déclare qu'elle ne s'implique pas facilement avec les gens, et autant qu'il sache, elle n'a jamais eu de petite amie. Cette nouvelle information apporte un sourire narquois et entendu au visage de Wang Gan. À ce moment précis, son téléphone sonne. L'identification de l'appelant affiche le nom de Sushi, et il répond doucement, lui disant qu'il pensait justement à elle. À l'autre bout du fil, Sushi demande s'il a le temps et dit qu'elle aimerait le voir. Wang Gan accepte immédiatement et demande son emplacement. Son affaire urgente maintenant claire, Wang Gan se lève pour partir. Il dit à Lin Xingyun qu'il part et qu'il peut faire son rapport au vieil homme. Alors que Wang Gan sort, Lin Xingyun fait une dernière tentative pour promouvoir sa petite fille, mentionnant qu'elle a obtenu son diplôme de la Royal Academy de Londres, tout comme Wang Gan. Désintéressé, Wang Gan le repousse, disant qu'ils peuvent en parler la prochaine fois. La scène se déplace dans un parc surplombant la ville où Suji est assise seule sur un banc, l'air pensif. Un instant plus tard, Wang Gan arrive sur sa moto rouge, de retour dans son costume élégant. Il s'approche et prend place à côté d'elle. Mettant un bras autour d'elle, il va droit au but. Il lui dit de ne pas s'inquiéter pour l'enfant et qu'il les soutiendra tous les deux. Il fait ensuite une offre définitive, lui disant que si elle veut se marier, ils peuvent aller s'inscrire quand elle le souhaite, solidifiant sa promesse de responsabilité. Malgré sa promesse confiante, Sukui reste sceptique. Avec un sourire ironique, elle remet en question sa capacité à se permettre un tel engagement. Impassible, Wang Gan regarde au loin et demande ce qu'il ne pourrait pas se permettre. Pour appuyer son propos, Sukui lève son poignet, lui montrant sa montre coûteuse et lui demandant s'il connaît son prix. Avec une expertise surprenante, Wang Gan identifie correctement la montre comme une Pasha de Cartier, un modèle en or rose 18 carats de 42 mm, et indique correctement son prix de 352 000. Suki est visiblement choquée par sa connaissance détaillée. Elle insiste, lui demandant combien il gagne par an en tant que livreur et combien d'années il devrait travailler juste pour se permettre cet article. Wang Gan la rassure de ne pas s'inquiéter pour l'argent et l'encourage à avoir le bébé. Il déclare avec confiance qu'il ne la laissera certainement pas, elle ou l'enfant, manquer de choses matérielles, se vantant même que subvenir à leurs besoins ne serait pas un problème. Suki, levant les yeux au ciel devant sa grande déclaration, demande sèchement si cela le tuerait de ne pas se vanter. Leur conversation est interrompue lorsque le téléphone de Suki sonne. Elle répond, et la voix paniquée de sa mère est à l'autre bout du fil. Sa mère exige qu'elle rentre vite à la maison, l'informant que Shinao est à la maison et attend pour discuter du mariage. Sukui reconnaît tranquillement la convocation. Se tournant vers Wang Gan, elle lui demande de la ramener à la maison. Avec un sourire charmant, il lui dit que ce serait un plaisir. Il l'aide à monter sur sa moto, et ils partent à toute vitesse. Pendant le trajet, Sochi s'appuie contre le dos de Wang Gan, un léger sourire paisible sur son visage alors qu'elle ferme les yeux, apparemment satisfaite. Ils arrivent bientôt au domaine de la famille Su. Wang Gan la conduit jusqu'à la porte d'entrée, et lorsqu'ils entrent, Sukui annonce à sa mère qu'elle est rentrée. Sa mère, Yang Huimin, apparaît immédiatement agacée. Elle gronde sa fille pour être partie si longtemps, lui disant que Chinao attend. En arrière-plan, un homme corpulent en costume est assis sur le canapé.
Sukui déclare simplement qu'elle est allée se promener. Sa mère remarque alors Wangan derrière elle et demande avec désapprobation pourquoi elle a ramené quelqu'un, lui rappelant que son jour de mariage avec Chinao approche. L'homme sur le canapé se lève et salue Sukui, confirmant qu'il est venu discuter des questions de mariage. Il donne un sourire suave et se présente comme Chinao, le deuxième jeune maître de la famille Qin. Face à son fiancé, Chinao, Sukui essaie de mettre leur mariage en suspens. Elle lui dit que puisque la famille Qin a perdu l'appel d'offres pour le projet du nouveau district, la coopération prévue de leur famille n'est pas finalisée, et par conséquent, leur mariage devrait également être retardé. Chinao, cependant, rejette l'offre perdue comme une petite affaire. Avec un sourire sinistre, il insiste sur le fait qu'ils devraient se marier d'abord, et tout le reste pourra être négocié par la suite. Ses pensées révèlent ses véritables intentions. Il prévoit d'abord la mettre au lit et de décider ensuite s'il donnera à sa famille l'argent dont elle a besoin. La mère de Suki, Yang Huimin, tente désespérément de sauver la situation. Elle supplie sa fille, lui rappelant que Chinao a promis 1 milliard pour aider la famille So dès qu'ils seront mariés. Mais So-chi la coupe avec un ton tranchant, disant de ne plus rien dire. Avec une détermination farouche, elle déclare qu'elle ne l'épousera pas. Son refus stupéfie sa mère et Chinao. Faisant un geste audacieux, Sukui s'approche de Wangan, prend son bras et annonce que non seulement elle n'épousera pas Chinao, mais qu'elle est également enceinte de l'enfant de Wangan. Sa mère hurle d'horreur, attrapant sa fille et lui demandant si elle comprend ce qu'elle dit, soulignant que Wangan n'est qu'un livreur de nourriture. Sukui supplie sa mère, insistant sur le fait qu'elle ne veut pas être forcée d'épouser Chinao et promettant qu'avec un peu de temps, elle peut aider la famille So à traverser sa crise. Enragée par le comportement honteux de sa fille, Yang Huimin lève la main pour gifler So-chi. Mais avant qu'elle ne frappe, le bras de Wangan s'étend et saisit fermement son poignet, arrêtant le coup. Il la regarde froidement et demande ce qu'il y a de mal à être livreur. Il retourne ensuite l'accusation de honte contre elle, se demandant si marier sa propre fille à un salaud pour le profit est considéré comme ayant de la honte. Alors qu'elle se débat dans son emprise, criant au livreur puant de la lâcher, la situation dégénère. Chinao, qui regardait la scène, finit par exploser. Il pointe un doigt accusateur sur Sukui, son visage tordu de rage, et la traite de salope dévergondée qu'il ne s'attendait pas à être aussi indécente. Il divague sur la façon dont elle s'est fait grimper dessus par un livreur, puis tourne sa fureur vers Wangan, jurant de le tuer. Sukui ne peut que rester là, stupéfaite et horrifiée. Avant que Chinao ne puisse agir, Wangan se déplace à la vitesse de l'éclair. Il donne une gifle puissante sur le visage de Chinao, le faisant trébucher en arrière et s'écraser sur le sol. Wangan tire ensuite une Sukui stupéfaite derrière lui pour la protéger. Il regarde le Chinao déchu et déclare qu'elle est enceinte de son enfant, ce qui fait d'elle sa femme, et demande qui lui a donné le culot d'essayer de la frapper. Se relevant péniblement du sol, Chinao hurle son incrédulité que Wangan ait osé le frapper. Sa fureur bouillant, il saisit un lourd cendrier sur une table voisine et charge sur le couple, criant qu'il va les tuer. Avec un sourire calme et rassurant, Wangan dit à Sukui de se tenir derrière lui, et elle accepte nerveusement. Alors que Chinao se jette en avant, balançant le cendrier, Wangan esquive sans effort l'attaque. D'un seul mouvement, il assène un coup de poing dévastateur à la mâchoire de Chinao, le faisant voler en arrière, le cendrier glissant de sa main. Alors que Chinao est étourdi, Wangan se tient au-dessus de lui et déclare qu'il ose toucher sa femme. Pas fini, Wangan monte sur l'homme battu, l'attrape par le col et dit qu'aujourd'hui, il va lui donner une leçon. Il fait pleuvoir une série de coups de poing brutaux sur le visage de Chinao, ignorant les cris d'agonie de sa victime et ses appels désespérés à l'aide. Juste au moment où il lève le poing pour un autre coup, Suki lui demande d'arrêter. Au même moment, une voix puissante résonne demandant à savoir qui ose agir avec autant de présomption. Un groupe de personnages imposants est entré, mené par un homme âgé et digne avec une longue barbe blanche et une canne. Suki regarde l'homme avec choc et peur et l'appelle grand-père. L'arrivée du patriarche de la famille fige tout le monde. Le grand-père de Suki, flanqué d'autres membres de la famille, examine la scène. Chinao battu sur le sol, Suchi avec un homme étrange et sa mère en état de choc. L'expression du vieil homme est sombre lorsqu'il annonce qu'il a tout entendu. Il tourne son regard perçant vers sa petite fille et frappant sa canne sur le sol exige de savoir si c'est vrai qu'elle est enceinte de l'enfant de ce livreur. Avec une résignation tranquille, Suki confirme que c'est le cas. La confession plonge la famille Su dans la panique. Il s'écrie que la situation est scandaleuse et qu'ils ne peuvent pas se permettre d'offenser la puissante famille Qin. Son grand-père, le visage tordu de fureur, rugit que la seule solution est que l'enfant soit avorté immédiatement. Kinao, cependant, se relève péniblement et n'est pas d'accord. Il crie que même si elle avorte l'enfant, une salope comme elle ne mettra jamais les pieds dans la maison de sa famille, laissant la famille Su atterrée. Le poids de la situation devient trop lourd. Il commence à se lamenter que tout est fini, se blâmant mutuellement d'avoir gâté Sukui et déplorant que la famille Su soit maintenant finie. Sukui se tient silencieusement au milieu de leurs accusations, son visage un masque de tristesse. Finalement, elle craque, leur disant à tous d'arrêter de se disputer. Le stress émotionnel et physique fait des ravages, et elle crie de douleur, serrant sa tête alors que des vertiges la submergent. Avant qu'elle ne puisse tomber, Wangan est là pour la rattraper.
Il la maintient stable et la rassure, lui disant de ne pas avoir peur et qu'il va l'emmener. Alors qu'il la prend dans ses bras, sa famille, y compris ses parents, se précipite en avant en demandant au livreur puant de la lâcher et en menaçant de lui casser les jambes. Wangan les regarde avec un mépris total et demande s'ils se disent même humains. Sans un autre mot, il se retourne et commence à sortir de la maison en portant Sukui maintenant évanoui. Lorsque ses parents essaient de bloquer son chemin, il les écarte sans effort, les envoyant s'étaler. Il s'arrête à la porte et se retourne vers la famille stupéfaite et terrifiée. Avec une détermination froide et inébranlable, il déclare qu'il emmène Sukui avec lui et demande si quelqu'un a un problème avec ça, les laissant totalement impuissants à l'arrêter. Avec Sukui inconsciente dans ses bras, Wangan dit à sa famille stupéfaite que puisque personne ne s'y oppose, il part. Il l'emmène du domaine chaotique des Sioux à son appartement moderne dans une tour. À l'intérieur, il dépose doucement Sukui, toujours inconsciente, sur son canapé. Ce faisant, une carte glisse de son sac à main et tombe sur le sol. Après s'être assuré qu'elle se repose, Wangan aperçoit la carte et la ramasse. Il l'examine et est surpris de réaliser qu'aujourd'hui est son anniversaire. Il ressent une vague de pitié pour elle, pensant que même si elle vient d'une famille riche, il semble que personne ne s'est souvenu de son jour spécial. En regardant sa forme endormie, il décide de lui montrer ce dont il est capable, réaffirmant qu'elle est sa femme. Environ 20 minutes plus tard, Sukui commence à s'agiter. Elle s'assoit lentement, groggy et désorientée, se frottant les yeux et se demandant où elle est. Juste à ce moment-là, Wangan sort d'une autre pièce portant un tablier. Il tend un bol de nourriture, lui disant qu'elle doit avoir faim maintenant qu'elle est réveillée. Sukui se dirige vers la table à manger où Wangan a disposé un repas élaboré qu'il a préparé spécialement pour elle. Elle est impressionnée par l'arôme délicieux des différents plats qui comprennent des spécialités cuites à la vapeur, un plateau de fruits et de fromage et plusieurs boissons. Wangan se vante que ses compétences culinaires sont si bonnes que même une princesse de Dubaï supplierait d'y goûter. Amusé par son arrogance, Sukui sourit et demande si ça le tuerait de ne pas se vanter. Alors qu'il s'assoit pour manger, Sukui devient sérieuse. Elle lui dit que pour aujourd'hui, il lui est interdit de prononcer le mot mourir, laissant Wangan confus. Avant qu'il ne puisse demander, il révèle sa surprise. Il sort un petit gâteau rose avec une seule bougie allumée dessus. Avec un sourire confiant, il le présente à l'étonné Sukui et lui souhaite un joyeux anniversaire. Complètement surprise, Sukui couvre sa bouche, choquée, et demande comment il pouvait savoir que c'était son anniversaire. Wangan se contente de sourire d'un air suffisant, lui demandant si elle le trouve plutôt génial. Submergé par l'émotion, Sukui reste sans voix tandis qu'une larme se forme dans son œil. Le remarquant, Wangan la taquine gentiment, lui demandant si elle est émue aux larmes et lui disant qu'elle peut pleurer. Il se vante ensuite de pouvoir lui prêter son épaule, ce que même les top modèles internationaux ne peuvent pas obtenir. Son arrogance absurde brise la tension, et Sukui laisse échapper un rire sincère. Il l'encourage ensuite à goûter la nourriture. Elle en prend une bouchée et admet que c'est bon, ce à quoi il répond avec assurance que, bien sûr, ça l'est. Après avoir mangé un moment, Wangan lui dit de faire un vœu sur son gâteau. Sukui ferme les yeux, joint ses mains et acquiesce doucement. Une fois le moment passé, Wangan devient sérieux et lui demande quels sont ses projets. Sukui le regarde sincèrement et lui rappelle sa promesse de les soutenir, lui demandant s'il revient sur sa parole. Wangan lui assure que non, mais lui lance un défi. Il lui demande si elle ose vraiment épouser un livreur comme lui. Enflammée, Sukui se lève et déclare qu'elle ose, ajoutant que s'il ne parvient pas à les soutenir, elle se remariera tout simplement. En entendant cela, Wangan se décide et lui dit qu'ils enregistreront leur mariage dès le lendemain. Avec une détermination farouche, elle acquiesce, déclarant qu'elle n'a pas peur. Satisfait, Wangan se penche en arrière avec un sourire et dit que c'est réglé. Leurs plans sont interrompus lorsque le téléphone de Wangan vibre. Il dit à Sukui qu'il doit prendre l'appel, et elle acquiesce. Il sort sur le balcon pour répondre. La personne à l'autre bout du fil, qu'il appelle Xiaohua, l'avertit frénétiquement qu'il est en danger. Xiaohua, qui appelle Wangan chef, dit qu'un assassin nommé Hydra vient à Jiangning City pour le tuer. Wangan reste calme et demande si la source est fiable et s'ils peuvent confirmer l'emplacement d'Hydra. Xiaohua rapporte qu'Hydra a été vu pour la dernière fois près de la villa de la famille Lin. Allumant une cigarette, Wangan dit calmement à son subordonné qu'il comprend et qu'il prendra le temps de s'occuper de l'assassin demain. Pendant que Wangan est sur le balcon, Sukui est assise sur le canapé, parlant au téléphone et mangeant son gâteau. Elle est en appel avec sa meilleure amie, Lin Shuifu, qui lui a souhaité un joyeux anniversaire et lui a demandé si elle était la première. Avec un sourire amusé, Sukui dit à son amie qu'elle était la deuxième. Lin Shuifu est choqué, demandant immédiatement qui était le premier et espérant que ce n'était pas Chinao. Sukui, jetant un coup d'œil vers le balcon, révèle que c'était lui. Son amie est furieuse, exigeant de savoir comment elle s'est de nouveau mêlée à ce livreur. Alors qu'elle prend une autre bouchée de gâteau, Sukui soupire et dit à une Lin Shuifu stupéfaite que c'est une longue histoire, mais qu'ils ont décidé d'enregistrer leur mariage demain. Cette nouvelle plonge son amie dans la panique qui lui demande si elle est devenue folle d'épouser un livreur et exige son emplacement. Sukui répond calmement qu'elle est chez lui. Une Lin Shuifu inquiète essaie de la calmer, promettant de trouver une solution.
Elle déclare qu'elle ira supplier le mystérieux grand ponte qui a remporté l'enchère, celui que son grand-père connaît, d'aider Suki quoi qu'il arrive. Cependant, l'appel est soudainement coupé, et Suki se demande ce qui s'est passé. Pendant ce temps, sur le balcon, la conversation tendue de Hwang-an se poursuit. Son subordonné ajoute des nouvelles plus inquiétantes, l'informant que la princesse aînée s'était renseignée sur ses allées et venues il y a 2 jours. Hwang-an devient plus sérieux, exigeant de savoir si Xiaohua lui a dit qu'il était à Jiangning. Son subordonné explique nerveusement qu'il n'avait pas le choix car il connaît le tempérament de la princesse et craignait qu'elle ne les castrait s'il n'avait pas obtempéré. La nouvelle est si choquante que Hwang-an reste sans voix et laisse tomber son briquet. Il hurle dans le téléphone, furieux que son subordonné de confiance l'ait vendu. Xiaohua essaie d'apaiser la situation, suggérant que les antécédents familiaux de la princesse font d'elle une excellente partenaire pour son patron, et qu'il devrait simplement céder. Hwang-an l'interrompt avec colère, exigeant de savoir quand elle arrive. Voyant la fureur de son patron, Xiaohua invente une excuse concernant un mauvais signal et raccroche brusquement, laissant Hwang-an furieux. Il est laissé seul sur le balcon, accroupi de frustration, pensant que c'est une très mauvaise situation. Juste à ce moment-là, son téléphone vibre avec une notification. Agacé, il se demande qui le dérange maintenant. Il regarde son écran et voit un message d'un numéro inconnu. L'expéditeur se présente comme Lin Xufu, la petite fille de Lin Xingyun. Dans le message, elle propose un partenariat commercial, suggérant que puisqu'il est nouveau dans la ville, coopérer avec la famille Xiu sur le projet du nouveau quartier serait mutuellement bénéfique. Désespérée d'aider son ami, elle fait une offre audacieuse, promettant que s'il accepte, elle fera tout ce qu'il lui demandera. Lisant sa proposition effrontée, Hwang-an sourit, pensant qu'elle a certainement du culot. Presque immédiatement, son téléphone sonne. C'est Lin Xingyun qui a clairement appris le message de sa petite fille. Il s'excuse abondamment pour les problèmes qu'elle a causés. Hwang-an lui dit calmement que ce n'est pas grave. Prenant les choses en main, Hwang-an donne à Lin Xingyun 2 instructions claires. Premièrement, il a besoin d'un fusil de sniper et de 2 balles, qu'il viendra chercher demain. Deuxièmement, il ordonne à Lin de donner à Suki l'entière autorité sur le projet du nouveau quartier, interdisant à quiconque de la famille Su de s'impliquer. Sans hésitation, Lin Xingyun accepte d'exécuter les ordres de son jeune maître. Plus tard, pendant que Hwang-an est sur le balcon, Suki se détend dans son appartement, allongé sur le lit et lisant. Son téléphone vibre avec un message de sa meilleure amie, Lin Xufu. Le message contient des nouvelles passionnantes. Lin Xufu a contacté le mystérieux grand ponte qui a remporté le projet du nouveau quartier. Elle dit à Suki qu'il a accepté de coopérer avec la famille Su, et plus important encore, a insisté pour que Suki soit en charge. Ils doivent se rencontrer le lendemain pour discuter des détails. Folle de joie, Suji répond joyeusement, confirmant qu'elle la verra demain. Juste à ce moment-là, Hwang-an revient et remarque son expression heureuse, lui demandant ce qui la met de bonne humeur. Le voyant toujours comme un simple livreur, elle minimise la situation en disant que c'est une affaire de projet qu'il ne comprendrait pas. Elle semble ensuite surprise qu'il l'ait trouvé en train de lire, et il la taquine en disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait l'habitude de lire des livres. Il se penche près d'elle, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre, et murmure qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'attend pas de lui. Troublé par sa proximité, Suki rougit et balbutie, lui demandant ce qu'il fait et lui rappelant que le fait d'accepter de l'épouser ne signifie pas. Mais au lieu de faire un geste, Hwang-an prend doucement un oreiller du lit. Il lui dit que si elle est fatiguée, elle devrait se reposer et qu'il dormira sur le canapé. Alors qu'il part, il ajoute nonchalamment que lire au lit n'est pas bon pour les femmes enceintes, laissant une Suki rougissante et sans voix derrière lui. Se rallongeant, elle est gênée, pensant qu'elle pensait vraiment qu'il allait faire quelque chose. Le jour suivant se lève radieux. Sur le balcon de l'appartement, Hwang-an est en plein entraînement intense, effectuant des pompes en équilibre sur une main. Suki en pyjama sort et l'observe. Amusée, elle lui demande en plaisantant s'il pratique le style du crapaud. Il atterrit en douceur et la corrige en disant que c'est une technique appelée la main du dragon enroulé, un nom qu'elle n'a jamais entendu. Il explique que ce n'est pas un art martial tape à accent grave-l'œil, mais une véritable technique mortelle, démontrant quelques mouvements rapides. Curieuse, Suji demande pourquoi un simple livreur aurait besoin d'apprendre quelque chose d'aussi dangereux. Hwang-an s'arrête et la regarde, partageant la sagesse de son père. Utilise les arts martiaux pour arrêter les conflits et protéger ta famille. Suki est impressionné et convient que les paroles de son père étaient sages. Changeant de sujet, Hwang-an dit qu'il a préparé le petit déjeuner et préparé ses affaires de toilette pour elle. Touchée, elle remarque qu'elle n'avait jamais réalisé qu'un grand gaillard comme lui pouvait être aussi attentionné. Avec un sourire confiant, il répond qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas encore réalisées à son sujet. Il lui dit ensuite qu'après avoir mangé, elle doit venir avec lui chez elle. Elle est confuse, demandant pourquoi. Il explique qu'ils ont besoin de son livret de famille, sinon, ils ne peuvent pas enregistrer leur mariage. Il la taquine ensuite en plaisantant, lui demandant si elle est vraiment sûre d'épouser un livreur comme lui. Provoquée, Suki se fâche, pensant qu'il fait marche arrière. Elle crie qu'elle n'a pas peur et lui dit de se dépêcher pour qu'ils puissent enregistrer leur mariage immédiatement. Alors qu'il marche vers sa moto,
So qui soulève une question pratique en demandant s'il devrait d'abord rencontrer ses parents. Wangan rejette l'idée en disant qu'il n'y a pas besoin et qu'ils peuvent en parler après la naissance du bébé. Confuse, So demande pourquoi il devrait attendre. Avec un sourire narquois, Wangan explique qu'il a peur que sa famille ne l'approuve pas. Il imagine qu'une fois le bébé né, sa famille sera forcée d'accepter la situation. En entendant cela, Sushi, les mains sur les hanches, demande sarcastiquement s'il insinue qu'il se marie dans sa famille. Il la regarde en plaisantant et complimente son apparence, sa silhouette et son tempérament, mais ajoute ensuite que ses antécédents familiaux sont un peu lacunaires. Offensée, elle demande s'il pense qu'il est plus que bien pour elle. Wangan en rit, lui disant de ne pas le prendre au sérieux et de monter sur la moto. Avec une moue agacée, elle monte derrière lui. Il lui dit de serrer fort sa taille, et ils démarrent en trombe sur la route. À leur insu, ils sont surveillés. Depuis un endroit caché, Kinao et un subordonné musclé les voient partir. Le subordonné remarque avec dégoût que la garce a passé la nuit avec un livreur et demande à son jeune maître ce qu'il faut faire. Le visage sombre de rage, Kinao donne un ordre brutal. Il dit à son homme de tuer le livreur, puis d'emmener la garce dans un hôtel pour lui. Le subordonné fait craquer ses jointures et dit qu'il va prendre ses hommes et les suivre immédiatement. Alors que Wangan et Sukui traversent la ville, il remarque dans son rétroviseur qu'une camionnette blanche les suit. Il réalise qu'ils sont suivis. Réfléchissant rapidement, il se penche en arrière et annonce à Sukui un changement de programme. Il dit qu'elle devrait d'abord rentrer chez elle pour prendre ses affaires car il a une course à faire. Ignorant le danger, elle accepte. Wangan accélère alors, se faufilant dans la circulation pour semer leurs poursuivants. Suivant son plan, Wangan conduit Sukui dans une maison sûre. Une fois qu'elle est en sécurité à l'intérieur, il remonte sur sa moto et s'éloigne à toute vitesse, attirant l'attention de ses poursuivants. La camionnette blanche se lance immédiatement à sa poursuite, le suivant dans un quartier aisé. Wangan les conduit sur une courte poursuite avant de s'arrêter devant une grande villa moderne, un emplacement délibérément choisi. Il arrête sa moto et descend, attendant apparemment. Il jette un coup d'œil au balcon du deuxième étage de la villa et aperçoit un homme aux cheveux hérissés qui s'y cache, confirmant qu'il s'agit d'une embuscade. L'homme sur le balcon se rend compte qu'il a été repéré. Sans se décourager, Wangan se dirige calmement vers la villa, pensant que puisque ses ennemis sont rassemblés ici, il est temps de s'occuper de tous en même temps. Il entre dans la maison vide et somptueuse et monte à l'étage. Dans une pièce, une mallette de fusil de sniper est ouverte sur une table exactement comme il l'avait arrangé. Il ramasse le fusil à silencieux, impressionné par l'efficacité de l'un. Cependant, son attention est soudainement attirée par quelque chose d'inattendu. Il lève les yeux et remarque un soutien-gorge bleu posé sur le lit voisin, le laissant momentanément confus. Avant qu'il ne puisse comprendre, une femme enveloppée dans une serviette sort d'une pièce attenante. C'est Lin Shuifu, la meilleure amie de Sukui, qui pousse un cri terrifié en voyant un homme étrange dans sa chambre tenant un fusil de haute précision. Le reconnaissant, Lin Shuifu exige furieusement de savoir ce que le livreur Puan fait chez elle, lui rappelant qu'il est en train d'entrer par effraction dans la villa de la famille Lin. Mais avant que leur dispute ne s'envenime, un point laser rouge apparaît sur son front. Voyant le laser du sniper, Wangan lui crie instantanément de se baisser. Sans une seconde à perdre, une balle traverse la fenêtre. Wangan se jette à travers la pièce, plaquant une Lin Shuifu terrifiée et la faisant sortir de la trajectoire de la balle juste à temps. Il s'écrase sur le lit, et elle se débat contre lui en criant au salaud de la laisser partir. Il la maintient fermement, son expression sérieuse, et l'avertit doucement d'arrêter de crier, lui disant que si elle fait un autre bruit, elle sera tuée. Se relevant, Wangan saisit le fusil de sniper alors qu'une Lin Shuifu stupéfaite demande ce qui se passe. Il l'ignore, se dirigeant vers la fenêtre brisée et visant la villa en face d'eux. Il murmure une raillerie que Hydra ne doit pas avoir 9 cerveaux et tire un seul coup précis. La balle traverse la cour et atteint sa cible, touchant l'embuscade sur le balcon opposé. Le sniper est tué sur le coup, s'effondrant au sol avec une balle dans la tête. Wangan abaisse son arme avec un salut désinvolte, remarquant avec déception qu'Hydra a été éliminé si facilement. Avant qu'il ne puisse se réjouir, une Lin Weifu frénétique l'attrape, exigeant une explication pour le fusil dans sa maison. Mais à ce moment-là, les sens de Wangan s'embrasent alors qu'il détecte une autre menace. Une deuxième balle déchire l'air, brisant une autre fenêtre depuis un angle différent. Réagissant avec une vitesse incroyable, Wangan crie à nouveau à Lin de se baisser et se jette sur elle, la protégeant avec son corps. Il s'écrase au sol alors que la balle passe à toute vitesse à l'endroit où il se trouvait, percutant le mur derrière eux. Toujours au sol avec Lin Weifu, Wangan réalise qu'il y a plus d'assaillants à l'extérieur. Réfléchissant vite, il saisit un morceau de son vêtement sur le lit et le jette en l'air comme un leurre. Il énumère mentalement ses adversaires, l'assassin Hydra, les voyous de la camionnette et ce nouveau sniper. Il conclut d'un ton sombre qu'il a plusieurs invités à gérer aujourd'hui. Le leurre fonctionne. Alors que le sniper ennemi tire sur le mouvement, Wangan vise avec son propre fusil, une Lin Shuifu terrifiée observant derrière lui. Il riposte avec sa deuxième et dernière balle. Le tir traverse l'espace et atteint un autre sniper caché, l'éliminant. Immédiatement, une troisième position ouvre un feu nourri, un autre assassin tire depuis un toit.
Wangan attrape Lin Shuifu et plonge derrière un canapé alors que le mur est criblé de balles. Coincée, elle crie et le traite de pervers. Une fois que les tirs cessent, Wangan ramasse calmement un des étuis vides. Il l'examine et reconnaît une étoile à 6 branches. Il l'identifie comme une ogive d'art, une organisation d'assassins d'Europe de l'Est. Il se tourne vers Lin Shuifu et lui demande quand elle a provoqué des gens si dangereux. Elle balbutie qu'elle ne sait pas. À ce moment, Wangan regarde sa carabine vide et se maudit pour sa négligence. Il n'avait demandé que 2 balles et est maintenant à court de munitions. Il s'agenouille, se demandant quoi faire maintenant qu'il est désarmé. Soudain, un souvenir frappe Lin Shuifu. Elle dit à Wangan qu'elle pourrait savoir qui est derrière l'attaque. Elle se souvient qu'il y a quelque temps, un patron a essayé d'acheter de la technologie, mais elle a refusé. Cela fournit un motif clair pour les assassins qui essaient de la tuer. Alors que la pluie de balles continue, les yeux de Wangan se rétrécissent. Il pousse rapidement la tête de Lin Shuifu vers le bas, criant de faire attention alors qu'une autre balle passe. Coincés derrière le canapé, ils attendent une accalmie au milieu des débris. Sans munitions, Wangan a besoin d'un autre plan. Ses yeux tombent sur les éclats de verre brisés sur le sol. Il ramasse un morceau de verre pointu. Saisissant une accalmie momentanée, il se lève et lance l'éclat de verre. Le projectile improvisé atteint sa cible et l'assassin crie de douleur. Avec le dernier sniper éliminé, la menace est terminée. Wangan dit à Lin Shuifu qu'elle peut se lever car c'est sûr. Elle le regarde avec suspicion et le confronte directement. Elle dit que son travail de livreur doit être une couverture et exige de savoir qui il est vraiment. Wangan lui dit qu'elle n'a pas besoin de connaître son identité. Furieuse, elle menace de tout dire à Sukui, mais il met un doigt sur ses lèvres pour la faire taire. Son expression devient sérieuse et il l'avertit de se taire. La terreur traverse le visage de Lin Shuifu alors qu'elle demande s'il y a encore des ennemis. Paniquée, elle s'accroche à lui et demande ce qu'ils vont faire. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il va aller jeter un coup d'œil. Pendant ce temps, en bas, les 3 voyous de Chinao sont entrés dans la villa. L'un d'eux reconnaît Wangan et se demande ce qu'un livreur fait dans un endroit comme celui-ci. Le chef ricane, supposant qu'il doit être un voleur. Juste à ce moment-là, Wangan apparaît en haut des escaliers. Il regarde les intrus armés et, avec un signe de la main, les salue. Avec un sourire confiant, Wangan demande aux 3 hommes armés s'ils le cherchent. Le chef pointe sa lame vers Wangan, disant qu'ils sont les hommes du frère Ao. Il accuse Wangan de coucher avec la femme de leur patron. Wangan demande ce qu'il compte faire. Enragé par son arrogance, les voyous chargent en hurlant des insultes. Le combat est brutalement court. Wangan intercepte le premier attaquant avec un coup de pied puissant au visage. En quelques secondes, 2 des voyous sont inconscients. Le voyou regarde, se demandant quand les livreurs sont devenus si forts. Il se jette sur Wangan avec sa machette. Wangan esquive et donne un coup de pied au bras de l'homme. Le coup envoie la machette voler et assomme le voyou. Avec les 3 attaquants vaincus, Wangan se tient au milieu des corps éparpillés. Lin Shuifu laisse échapper un cri terrifié. Le chef se lance vers Lin Shuifu. Il se débat et voit une opportunité, se précipitant vers Lin Shuifu. Avant qu'elle ne puisse réagir, il l'attrape et tient sa lame à sa gorge. Il lance un regard noir à Wangan, menaçant de la tuer. Lin Shuifu l'avertit que son grand-père ne l'épargnera pas. Wangan reste calme. Il regarde le voyou et lui dit de le faire. Ignorant la lame, Wangan s'avance. Wangan demande s'il a trop peur. Le voyou crie de s'arrêter. En un éclair, Wangan réduit la distance. Wangan attrape le plat de la lame. Il demande s'il pense qu'il est assez habile. Le voyou réalise qu'il ne peut pas bouger la lame. Wangan continue de se moquer de lui. Puis, d'un simple coup de doigt, il brise la lame. Wangan l'attrape par la gorge. Il demande s'il est digne de le combattre. Le voyou dit qu'il est membre de la Société du Dragon Noir. Wangan claque la tête de l'homme au sol. Cependant, le voyou se remet soudainement. Il se relève, implorant Wangan de ne pas suivre une voie criminelle. Cet appel bizarre n'a aucun effet. Wangan lui donne un coup de pied brutal au visage. Le voyou implore grâce. Il invente une histoire. Dans un dernier geste désespéré, il dit à Wangan qu'il a des informations importantes à lui communiquer. Wangan, debout au-dessus de lui, donne au voyou battu 3 secondes pour prononcer ces derniers mots. L'homme révèle rapidement son information cruciale. Frère Ao, Chinao, est déjà allé chercher Sukui. Et si Wangan ne se dépêche pas, il sera trop tard. Cette nouvelle choque Wangan. Furieux que le voyou ne lui ait pas dit cette information vitale plus tôt, il lui donne un dernier coup de pied vicieux, l'assommant complètement. À ce moment-là, ils entendent frapper fort à la porte. Une voix de l'extérieur annonce qu'ils sont la police. Réalisant qu'il doit partir immédiatement, Wangan dit à Lin Shuifu qu'il va retrouver Sukui et qu'il lui laisse la situation entre les mains. Il lui donne une dernière instruction, ne dire à personne qu'il était là. Alors qu'il s'enfuit, elle lui dit d'y aller, lui assurant qu'elle sait quoi dire. Un instant plus tard, 2 policiers entrent dans la villa. L'officier principal montre son insigne à Lin Shuifu et demande ce qui s'est passé. Alors que 2 voitures de police s'arrêtent à l'extérieur, elle commence à expliquer qu'elle était sous la douche lorsque 3 hommes ont fait irruption avec des couteaux. Suite à sa déclaration, la police arrête les 3 voyous inconscients. Un officier rapporte à son capitaine qu'ils ont trouvé 2 cadavres,
les snipers que Wang Gan avait tués dans la villa en face et qu'ils ne ressemblent pas à des gens ordinaires. Choqué, le capitaine ordonne à ses hommes d'emmener tout le monde et tout à la station pour enquête. Pendant ce temps, Sukui est acculé dans une chambre par un Chinao furieux. Il révèle ses intentions sinistres, lui rappelant la fois où il a drogué sa boisson et se vantant qu'il va la forcer maintenant. Une Sukui terrifiée lui dit de sortir, mais il ne fait que devenir plus enragé. Il ricane qu'il a envoyé des hommes tuer le livreur, et que quand ils auront fini, il va la forcer devant lui. Avec une dernière ruée, il jure qu'il va la jouer jusqu'à la mort. Chin épingle une Sukui qui se débat sur un lit. Elle lui dit de la lâcher, mais il la raille, disant qu'elle peut crier autant qu'elle veut parce que personne ne la sauvera. Il ajoute avec un sourire sinistre que le livreur est occupé avec ses propres problèmes et qu'aujourd'hui, il va la forcer. Juste au moment où il se penche, une gifle puissante claque sur son visage, envoyant une dent volée. Chinao est envoyé rouler à travers la pièce, atterrissant en un tas. Dans l'embrasure de la porte se tient Wang Gan, qui regarde l'homme tomber et déclare froidement qu'il doit en avoir assez de vivre pour oser toucher sa femme. Se relevant difficilement et tenant son visage meurtri, Chinao demande furieusement au livreur s'il sait qui est son père. Impassible, Wang Gan lui dit que peu importe qui est son père, il paiera pour avoir un fils comme lui. Enragé, Chinao se lève, criant que son père est Qin Gang, l'homme le plus riche de la ville de Jiangning, et que s'opposer à lui est une condamnation à mort. Il se jette ensuite en avant pour attaquer. Wang Gan esquive sans effort l'attaque maladroite et donne un coup de pied puissant, le renvoyant comme un loser. Le coup envoie Chinao voler dans un meuble, l'assommant complètement. Wang Gan se tourne ensuite vers une Sukui secouée et lui dit doucement de ne pas avoir peur car tout est fini maintenant. Il la serre dans une étreinte protectrice alors qu'elle lui dit combien elle est heureuse qu'il soit venu. Il la serre contre lui et la rassure en lui disant que tant qu'il sera avec elle, personne n'osera plus jamais la toucher. Pendant ce temps, le Chinao battu se relève difficilement et sort en titubant de la pièce, criant une dernière menace au livreur puant de juste attendre. Le danger immédiat étant écarté, Sukui lève les yeux vers Wang Gan et lui demande quelle heure il est. Confus, il lui demande ce qui ne va pas. Elle explique qu'elle a presque oublié une réunion importante dans son entreprise et lui demande s'il veut bien l'accompagner. Avec un sourire chaleureux, Wang Gan accepte sans hésitation, promettant qu'il l'accompagnera partout. Sukui et Wang Gan arrivent dans une voiture de sport rouge devant un grand bâtiment d'entreprise moderne. Alors qu'ils sortent, une personne salue Sukui, lui disant que le président Liu attend déjà dans la salle de conférence. Ils entrent, et Sukui s'excuse auprès d'une femme en tailleur pour son retard. La femme, la présidente Liu, n'est autre que l'assistante de Wang Gan, Liu Yue. Elle est choquée de le voir et manque de l'appeler jeune maître, mais il l'arrête rapidement d'un geste. Réfléchissant vite, Wang Gan passe un bras autour d'elle et prétend qu'ils sont d'anciens camarades de classe. Cela stupéfait Sukui qui n'arrive pas à croire que Wang Gan et la puissante présidente Liu se connaissent. Sukui fait remarquer la coïncidence, et Liu Yue acquiesce nerveusement alors qu'elle est invitée à s'asseoir. Tout le monde étant assis, Liu Yue se prépare à passer aux affaires, et Sukui accepte de commencer. Cependant, juste au moment où ils sont sur le point de commencer, la porte s'ouvre brusquement. Le grand-père de Sukui, son père et deux autres hommes de la famille Su entrent à grands pas, flattant la présidente Liu et exprimant à quel point ils sont honorés. Ils insistent sur le fait que pour un projet aussi important, ils ne pouvaient absolument pas être négligents. Une Sukui choquée demande à son grand-père pourquoi il est là, et Liu Yue le salue poliment. Le grand-père explique qu'il était tellement excité par le nouveau projet de district qu'il s'est précipité. Son attitude amicale disparaît lorsqu'il remarque Wang Gan. Il demande avec colère à Sukui pourquoi elle amènerait un étranger à une réunion aussi importante. Suji tient bon, rappelant à son grand-père que puisqu'elle est en charge du projet, elle a le droit de décider qui elle amène. Cela irrite son père, Su Jianji, qui lui crie dessus, se demandant quand est-ce devenu son tour de parler au nom de l'entreprise. Il la rabaisse, lui disant qu'elle n'a aucune qualification et lui ordonnant de céder sa place à son frère et d'aller verser de l'eau pour la présidente Liu. À ce moment-là, un jeune homme souriant s'avance et se présente comme Sule. Il dit à la présidente Liu de discuter du projet avec lui, renvoyant Sukui en disant qu'elle n'a pas son mot à dire. Sukui essaie de protester auprès de son grand-père que le projet lui a été confié, mais son père l'interrompt à nouveau, lui criant de verser l'eau. Enfin, un autre homme, l'oncle de Sukui, Su Jinjong, porte le coup final. Il dit avec suffisance à Sukui qu'à partir de maintenant, toutes les affaires de l'entreprise devraient être confiées à Sule, lui rappelant qu'elle se mariera bientôt et qu'elle devrait comprendre sa place. Alors que la famille Su essaie d'écarter Sukui, Wang Gan prend enfin la parole. Les bras croisés et avec un regard intense, il leur demande ce qu'ils pensent faire, leur rappelant que le projet a été initialement confié à Sukui. Cela irrite le grand-père de Sukui qui crie à Wang Gan de se taire et se demande de quel droit il a de parler. Celui-là se joint avec un air suffisant, se moquant de Sukui pour avoir un livreur comme petit ami. Il dit ensuite à son grand-père qu'il a entendu dire qu'elle est également enceinte de l'enfant de cet homme. La révélation met le grand-père en rage. Il pointe Wang Gan du doigt et ordonne à Sukui de faire sortir immédiatement cette ordure de basse classe, déclarant que lui et son chien sont bannis de l'entreprise. Sukui prend la défense de Wang Gan, arguant que peu importe ce qu'il fait parce qu'il gagne honnêtement son argent,
et que son grand-père n'a pas le droit de l'insulter. Son défi ne fait qu'enrager davantage le vieil homme. Voyant que la situation est désespérée, Wangan se lève pour partir avec Sukui. Il dit à sa famille qu'ils sont sans vergogne et répète sa condition. Le projet ne peut être géré que par Sukui. Le grand-père l'affronte en exigeant de savoir de quel droit un simple livreur a de faire des demandes. Au lieu de répondre, Wangan se tourne vers une Liu Yue nerveuse. Il s'adresse à elle avec aisance comme une ancienne camarade de classe et lui demande de lui rendre service. Il déclare que Sukui est sa fiancée et que le projet doit lui être confié à elle seule. Sous son regard impérieux, Liu Yue accepte à contre-cœur. Sulei est choqué et essaie de se disputer, disant au président Liu que Sukui est irresponsable et ne connaît rien à l'entreprise, insistant sur le fait qu'il serait un meilleur choix. Mais Liu Yue, suivant les ordres de Wangan, l'ignore et s'adresse directement au grand-père. Elle déclare que son entreprise ne travaillera qu'avec Sukui. Si la famille Su n'est pas d'accord, elle trouvera un autre partenaire. Le grand-père est stupéfait et demande à parler à son patron. Liu Yue porte un coup final dévastateur. Elle l'informe qu'elle a toute autorité et que lui, le patriarche, n'est pas qualifié pour rencontrer son patron. Ces mots durs laissent le vieil homme en sueur et complètement sans voix, totalement vaincu et humilié devant sa famille. Complètement vaincu, le père de Suki, Su Jianji, change rapidement de ton. Il dit au président Liu de ne pas être en colère et l'assure qu'ils satisferont ses exigences, acceptant de mettre Sukui aux commandes. Son beau-père acquiesce, disant que tant qu'ils obtiennent le partenariat, ce n'est pas grave si c'est Sukui qui s'en charge. Satisfaite, Liu Yu déclare qu'ils signeront le contrat aujourd'hui. Maintenant aux commandes, Liu Yue se tient à côté de Sukui et renvoie le reste de la famille Su. Elle les informe qu'elle et Sukui doivent discuter des détails du contrat en privé et qu'ils peuvent partir. Sans pouvoir s'y opposer, Su Jiani ne peut qu'acquiescer et il aide son beau-père stupéfait à sortir de la pièce. Alors que les hommes vaincus sortent, Sulei essaie de protester auprès de son père, mais il est rapidement réduit au silence et raccompagné. Une fois qu'ils sont partis, Wangan regarde la porte se fermer avec un sourire narquois, pensant à quelle bande de clowns ils sont et comment ils ont attiré leur humiliation sur eux-mêmes. Liu Yue remet ensuite professionnellement le contrat à Sukui pour qu'elle l'examine. Pendant ce temps, dans un bureau ailleurs, un Sulei enragé confronte son père, Su Jiani, exigeant de savoir comment il a pu laisser cette garce, Sukui, être aux commandes. Su Jianzhang, assis calmement à son bureau, lui dit de ne pas s'inquiéter, l'assurant qu'il a un plan. Lorsque Sulei essaie de demander à leur oncle, Su Jianzhang, de partir, son père l'arrête, déclarant qu'ils sont tous du même côté. Il révèle alors un secret de famille choquant. Sukui n'est pas sa fille biologique. Sulei et Su Jianzhang sont tous deux stupéfaits. Su Jianzhang demande si sa belle-sœur l'a trompé, mais Su Jiani clarifie la vérité. Il explique que sa femme, Yang Huimin, était incapable d'avoir des enfants, alors ils ont adopté Sukui. Il se plaint ensuite qu'elle a maintenant fait honte à la famille en se liant à un livreur. Un Su Jianzhang pensif demande qui sont les parents biologiques de Sukui. Suzani écarte la question, disant qu'il ne sait pas et suppose qu'ils sont morts depuis longtemps, ne lui laissant rien d'autre qu'un pendentif de jade sans valeur. Impatient, Sulei l'interrompt, désireux d'entendre le plan de son père. Avec un sourire sinistre, Su Zhangjiang révèle son stratagème. Il leur dit d'attendre et de laisser Sukui prendre en charge le projet pour l'instant. Une fois qu'elle aura fait le travail difficile, il aura un moyen de le lui arracher. Comprenant le complot, Sulei acquiesce avec un sourire sournois confiant. Vêtu d'un costume avec une cigarette, Wangan s'approche de deux agents de sécurité en service et leur demande du feu. Un agent de sécurité plus corpulent lui offre un briquet. Remarquant la tenue formelle de Wangan, l'agent de sécurité suppose qu'il est là pour un entretien, mais Wangan dit non. Curieux, l'agent de sécurité lui demande alors ce qu'il fait là. Très naturellement, Wangan révèle qu'il est livreur. Les deux agents de sécurité éclatent de rire, l'un d'eux plaisantant en disant que les livreurs et les agents de sécurité sont des ennemis jurés. Wangan glousse, mais il remarque ensuite que les deux agents de sécurité deviennent sérieux et se redressent, alors il demande ce qui se passe. Soudain, les agents de sécurité se mettent au garde-à-vous. L'un dit à l'autre que la présidente Su est arrivée. L'agent de sécurité plus corpulent explique avec admiration que la présidente Su est la plus belle femme de l'entreprise et que la voir quotidiennement lui donne la motivation de travailler. Wangan se moque d'eux pour s'être autant excité pour une femme. Agacé, l'agent de sécurité lui dit de ne pas se prendre pour un supérieur, lui rappelant qu'en tant que livreur, il n'est pas meilleur qu'eux. À ce moment-là, une élégante Suki apparaît. Les deux agents de sécurité la saluent énergiquement et respectueusement en tant que présidente Su. Elle reconnaît leur dur labeur et dit qu'elle va chercher sa voiture. Alors que Suki se dirige vers sa voiture de sport rouge, l'agent de sécurité plus corpulent est ravi, se vantant auprès de son collègue que la présidente Su lui a parlé. Wangan, regardant cela, demande si une réaction aussi forte est nécessaire. L'agent de sécurité s'approche de Wangan et pose un bras sur son épaule avec condescendance. Il lui donne quelques conseils, lui disant que même en tant que livreur, il est toujours important d'avoir des rêves. Juste à ce moment-là, Sukui s'arrête à côté d'eux dans sa voiture de sport rouge tape à accent grave l'œil. Depuis le siège du conducteur, elle regarde Wangan et lui dit de monter.
Wangan dit au revoir aux agents de sécurité avec un sourire, leur disant qu'il se souviendra de leurs paroles et qu'il les reverra plus tard. Il monte ensuite sur le siège passager de la voiture de luxe. Les deux agents de sécurité sont complètement figés, regardant avec incrédulité la voiture de sport s'éloigner à toute vitesse, incapables de comprendre que l'humble livreur qu'ils venaient de plaindre est parti avec leur belle et inaccessible patronne. Pendant qu'ils conduisent, Wangan remarque l'expression heureuse de Sukui et remarque que les choses ont dû bien se passer. Sukui acquiesce, expliquant que c'est grâce à son ami, l'Insuifu, qui a trouvé le mystérieux grand patron derrière le nouveau projet de district. Elle ajoute qu'elle est déterminée à remercier cette personne en face à face. Amusée, Wangan lui dit qu'elle devrait certainement bien le remercier. Il change ensuite de sujet, l'informant qu'il a déjà contacté le bureau des affaires civiles et qu'ils enregistreront leur mariage le lendemain matin. Sukui accepte calmement le plan, mais expose ses conditions. Elle ne veut que l'acte de mariage pour que leur enfant ait un père. Après la naissance du bébé, elle lui versera un paiement mensuel de 30 000. Un Wangan surpris demande si elle essaie de le garder comme compagnon payé. Sukui lui dit qu'il peut penser ce qu'il veut. Avec un sourire narquois confiant, Wangan croise les bras et rétorque que si elle veut vraiment le garder, 30 000, c'est bien trop peu. Sa réponse exaspère Sochi. Elle lui dit de ne pas abuser de sa chance, se demandant combien un livreur pourrait gagner par mois et impliquant que 30 000, c'est plus qu'assez. Dans sa frustration, elle écrase le pied sur l'accélérateur et la voiture de sport rouge dévale City Street. Ils arrivent bientôt à l'entrée d'un complexe résidentiel moderne haut de gamme. Après s'être garé, Wangan sort et s'appuie sur la porte, taquinant Su en disant qu'elle semble bien connaître le chemin et qu'elle a déjà mémorisé le chemin de sa maison. Agacée, elle répond qu'avec le GPS, elle peut aller n'importe où. Alors qu'il traverse le complexe, le téléphone de Wangan se met à sonner. Il dit à Sukui d'attendre un instant car il doit prendre l'appel. Wangan répond, demandant nonchalamment au vieil homme à l'autre bout ce qui se passe. La personne l'informe qu'une cargaison a été saisie par la Société du Dragon Noir, et qu'il doit s'en occuper. L'appelant mentionne également qu'une carte a été déposée à sa porte pour l'aider à résoudre le problème. Wangan accepte avec assurance, promettant de s'occuper de tout avant midi le lendemain. L'appelant change alors brusquement de sujet, demandant s'il a bien entendu que Wangan allait se marier. Cette question surprend et met en colère Wangan, qui exige de savoir qui a divulgué l'information. Le vieil homme révèle que l'Inquinjuan le lui a dit et accuse Wangan d'essayer de se marier sans permission. Il poursuit sa tirade, se demandant pourquoi Wangan délaisserait d'innombrables riches héritières pour une fille de la famille mineure Sioux. Wangan essaie de désamorcer la situation et de s'expliquer. Cependant, le vieil homme le coupe en disant qu'il n'y a pas besoin d'explication. Au lieu de cela, il informe un Wangan horrifié que sa grande sœur viendra l'interroger personnellement le lendemain, et qu'il devrait s'y préparer. Wangan panique, suppliant le vieil homme de ne pas être si cruel et demandant s'il pourrait même survivre à sa visite, mais l'appel se termine brusquement. Furieux et stressé, Wangan raccroche, marmonnant une menace qu'il se vengera du vieil homme. Remarquant son état d'agitation, Sukui s'approche et demande ce qui s'est passé. Cachant rapidement son trouble, Wangan la rassure en disant que ce n'est rien. Il pose un bras rassurant sur son épaule et lui dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Il retourne à son appartement, entrant dans le salon moderne. Une fois à l'intérieur, Soki aperçoit une carte blanche sur la table basse et demande ce que c'est. Wangan explique nonchalamment que c'est juste une carte cadeau destinée à quelqu'un d'autre. Changeant de sujet, il enlève sa veste et suggère qu'elle doit avoir faim, proposant de cuisiner. Sochi accepte doucement. Alors qu'il se dirige vers la cuisine, Sukui s'assoit sur le canapé en tenant sa veste. Un petit sourire de satisfaction se forme sur son visage en pensant qu'avoir un homme entretenu à la maison est en fait assez agréable. Dans son appartement, Wangan, portant un tablier, dit à Sukui de s'asseoir et qu'il aura bientôt fini de cuisiner. Elle le remercie. Alors qu'il se dirige vers la cuisine, il remarque en plaisantant que ce n'est pas un problème pour sa femme et son enfant, ajoutant qu'il est, après tout, un mari au foyer entretenu. Son commentaire laisse Sukui sans voix, et elle s'assoit sur le canapé avec un léger sourire amusé. Le lendemain, la scène se déplace au bureau des affaires civiles de Jianning. Wangan et Sukui sortent du bâtiment, chacun tenant un certificat de mariage rouge. Wangan déclare fièrement qu'à partir de maintenant, il est officiellement un homme marié. Sukui le taquine en plaisantant, lui demandant ses plans pour la journée et s'il va livrer de la nourriture. Wangan rejette cela, plaisantant sur le fait que maintenant qu'il porte de beaux vêtements, il devrait sortir et s'amuser avec quelques jeunes femmes. Sa réponse irrite Sukui. Elle le traite de désespéré et se plaint que même en tant qu'homme marié, il a toujours un tempérament terrible. Elle se tourne et s'éloigne en boudant, lui disant de faire ce qu'il veut. Alors qu'elle s'en va, l'expression enjouée de Wangan disparaît, remplacée par une expression sérieuse. Il pense qu'avant toute chose, il doit s'occuper de la tâche que le vieil homme lui a confiée. Sa mission l'emmène à un gratte-ciel imposant, le siège du Black Dragon Group. Il se tient devant l'immense bâtiment, confirmant que c'est le bon endroit. Il repense aux origines du groupe, se rappelant que la Société du Dragon Noir était autrefois un gang local qui s'est depuis transformé en une entreprise apparemment légitime. Cependant,
Il sait qu'ils sont toujours impliqués dans des affaires louches comme le recouvrement de créances et le prêt usuraire. Avec un regard froid et déterminé, il décide de voir par lui-même de quoi ils sont vraiment capables. Wangan entre dans le hall somptueux du Black Dragon Group. Deux hommes à l'air voyous à un bureau d'accueil le confrontent, lui demandant ce qu'il veut. Avec les mains dans les poches, Wangan déclare avec assurance qu'il est là pour recouvrer une dette. Le voyou aux cheveux longs comprend mal, pensant que Wangan est un client. Il dit qu'il est venu au bon endroit car le recouvrement de créances est l'un de leurs services. Wangan le corrige calmement, précisant qu'il est là pour recouvrer une dette auprès d'un homme nommé Baldy Liu. Cette déclaration met les deux hommes en colère. Ils exigent de savoir qui est cet imbécile et s'il comprend sur quel territoire il se trouve, l'accusant d'avoir un souhait de mort alors qu'ils chargent tous les deux. L'homme aux cheveux longs attaque en premier avec un coup de pied sauvage, mais Wangan l'évite avec facilité. L'élan du voyou le fait trébucher à genoux. Avant qu'il ne puisse se rétablir, Wangan lui assène un coup de pied rapide au visage. Voyant son partenaire à terre, le voyou chauve se précipite en avant en lançant un coup de poing. Il subit le même sort que le puissant coup de pied de Wangan l'envoie voler. Avec les deux hommes vaincus sur le sol du hall, Wangan se tient au-dessus du voyou aux cheveux longs conscient. Son expression est froide alors qu'il demande calmement si l'homme est maintenant prêt à l'emmener voir Baldy Liu. La scène se déplace dans un bureau opulent où Baldy Liu, chef du groupe du Dragon Noir, se détend. Une femme aux longs cheveux violets est penchée sur lui intimement. Elle lèche en jouant une goutte de vin rouge sur sa poitrine. Il lui demande si c'est bon, et elle répond que ça a beaucoup de saveur. Avec un sourire suffisant, Baldy Liu lui dit que si elle aime ça, elle peut en boire plus, promettant de la nourrir jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée plus tard. Elle le traite en plaisantant de coquin. Leur moment est brisé lorsque la porte du bureau s'ouvre brusquement. Un homme tatoué nommé Wen Long se précipite, paniqué, et crie que quelqu'un s'est introduit, enragé par l'interruption. Baldy Liu hurle à Wen Long de ne pas frapper, lui demandant s'il ne voyait pas qu'il était occupé. Il déclare furieusement que c'est son territoire et se demande qui oserait faire irruption. Wen Long balbutie, essayant de s'expliquer, mais avant qu'il ne puisse terminer, un corps arrive en volant à travers la porte. L'homme, l'un des voyous du hall, s'écrase lourdement sur le sol devant le bureau de Baldy Liu, laissant le patron et la femme stupéfaits. Son choc se transforme en rage. Baldy Liu se lève d'un bond, sortant un pistolet. Il le pointe vers la porte et hurle, exigeant de savoir quel chien a eu le culot d'envahir son territoire. Suivant le voyou, un objet noir vole à travers la porte. C'est une lourde carte ornée qui s'incruste avec un bruit sourd et aigu dans le bureau devant un Baldy Liu stupéfait. Tenant toujours son pistolet, il la ramasse prudemment. Son expression passe de la colère à la terreur pure alors qu'il reconnaît l'insigne écrit, l'identifiant comme une carte noire de l'association des 10 grands. Depuis le sol, le voyou battu, Wen Long, lève les yeux avec confusion, demandant ce qu'est l'association des 10 grands et apprenant que c'est une organisation terrifiante de 10 puissants chefs de la pègre. À ce moment, Wangan entre dans le bureau. Il baisse les yeux avec une expression calme et condescendante et remarque qu'il est surpris qu'ils aient même entendu parler de l'association. La vue de Wangan déclenche une réalisation horrifiée chez Baldy Liu. Il hurle le titre de 9e jeune maître, comprenant enfin qui est venu le chercher. Sous le choc, il chancelle en arrière, perdant son sang-froid. Alors que Wangan entre calmement dans le bureau, il note qu'il est impressionnant que quelqu'un se souvienne encore de son nom alors qu'il a quitté le monde souterrain depuis de nombreuses années. Sans hésitation, Baldy Liu tombe à genoux, inclinant la tête en soumission totale. Il demande quels ordres le 9e jeune maître a pour lui. Dans une démonstration stupéfiante du changement de pouvoir, le chef de gang agenouillé tend respectueusement un briquet à Wangan, qui allume calmement une cigarette. Tirant une bouffée, Wangan en vient au fait, mentionnant qu'il a entendu dire que Baldy Liu avait récemment saisi une cargaison de marchandises. Paniqué, l'homme agenouillé insiste sur le fait qu'il doit s'agir d'un malentendu. Wangan le regarde avec une expression froide, remarquant qu'il admire son culot d'oser voler à l'association des 10 grands. Tout en feignant la soumission, Baldy lui promet de rendre les marchandises immédiatement. Cependant, il est secrètement en train d'attraper un pistolet caché dans sa ceinture, se préparant à faire un geste désespéré. Conscient de la tromperie, Wangan reste imperturbable. Il regarde le chef de gang et lance un avertissement glaçant, demandant s'il a déjà entendu le dicton, lorsque la carte noire apparaît, même les dieux et les fantômes se soumettront. Poussé à un acte désespéré, Baldy Liu se lève d'un bond, pointant son pistolet sur Wangan. Il hurle que puisque le 9e jeune maître ne lui donne pas d'issue, il ne devrait pas être blâmé d'être impitoyable. Cependant, avant qu'il ne puisse tirer, Wangan bouge avec une vitesse impossible. Il lance sa cigarette encore allumée dans les airs. Le minuscule objet frappe le pistolet alors que Baldy Liu appuie sur la détente, déviant le tir. Wangan déclare calmement qu'il n'aime pas qu'on pointe des armes sur lui. La menace neutralisée, Wangan arrache la carte noire du bureau. Il la brandit et lance une proclamation froide déclarant que tous ceux qui avaient un jour pointé une arme sur lui étaient maintenant morts. Dans un seul mouvement fluide, il utilise le bord tranchant de la carte comme une lame, la faisant glisser sur la gorge de Baldy Liu dans une frappe mortelle rapide. Le chef de gang s'effondre sur le sol, mort. La scène horrible laisse la femme aux cheveux violets hurler de terreur tandis que le voyou tatoué, Wen Long, regarde sous le choc le corps de son patron déchu.
L'agitation attire d'autres membres du gang vers la porte. Ils se figent, criant avec incrédulité que leur patron a été tué. Ignorant le chaos, Wang Gan attrape un Wenlong terrifié. Il lui présente deux choix, remettre les marchandises et devenir le nouveau patron, ou remettre les marchandises et rejoindre Baldi Liu dans la mort. Face à cet ultimatum, Wenlong prend sa décision instantanément. Lui et tous les autres voyous inclinent immédiatement la tête en signe de soumission, jurant une loyauté inébranlable au 9e jeune maître et désavouant tout lien avec les actions de leur ancien patron. Satisfait, Wang Gan accepte leur promesse et ordonne calmement à quelqu'un de l'emmener à sa cargaison, sa mission étant maintenant terminée. À l'extérieur du siège imposant du groupe Black Dragon, une voiture s'arrête. Chin-Hao sort accompagné d'un voyou en béquille qui est fortement bandé. Le subordonné conseille nerveusement à son patron d'être prudent, l'avertissant que Wang Gan ne doit pas être pris à la légère. Cependant, Chin-Hao, consumé par la rage, rejette le conseil, déclarant qu'il tuera Wang Gan aujourd'hui quoi qu'il arrive. Il se précipite vers l'entrée, criant qu'il est là pour voir le patron de la Black Dragon Society. Avec un visage déformé par la fureur, il jure que tant que le patron du gang, le vieux Liu, se débarrasse de ce livreur puant pour lui, il est prêt à payer n'importe quel prix. Pendant ce temps, à l'intérieur du bureau, la nouvelle hiérarchie est établie. Wang Gan se tient devant les membres du gang rassemblés et nomme Wenlong comme nouveau chef. Il déclare que Wenlong est maintenant en charge du Black Dragon Group et promet un avenir prospère à quiconque le suit. Les autres membres du gang acceptent rapidement cela, s'adressant à leur nouveau chef avec respect. Juste au moment où le nouvel ordre est réglé, Chin-Hao fait irruption dans le bureau en criant après le vieux Liu. Il regarde autour de la pièce, maintenant sous une nouvelle direction, et demande avec colère où est l'ancien patron.